vue du ciel, elle conserve une certaine majesté. Fleuve royal, fleuve des châteaux. Dans notre imaginaire, c'est un miroir d'eau sage qui reflète l'histoire de France. Mais à force de l'admirer, nous avons oublié sa nature profonde. Pourtant ici, à Ousson-sur-Loire, la vérité ne s'écrit pas que dans les livres d'histoire. Donc on voit bien ici les 3 grandes crues de la Loire, les crues majeures du 19e siècle, qui ont été gravées dans la pierre pour ne pas les oublier, parce que c'était vraiment des crues exceptionnelles. Donc 1846, et puis ensuite les crues vraiment historiques et juste un peu plus hautes de 1856 et 66. Donc ces crues-là, elles sont arrivées à entre 2,50 m et 3 mètres du sol. Et donc là, la maison était envahie, évidemment. Ça ne s'est pas arrêté au mur, ça rentrait dans toutes les maisons. Et on retrouve ces marques sur toutes les villes des bords de Loire. En 20 ans, par 3 fois, le fleuve a englouti le Val-de-Loire. À l'époque, les riverains étaient des mariniers qui vivaient à l'étage dans des maisons rudimentaires sans électricité. En 1866, ils étaient 25 000 riverains du Val-de-Loire. Aujourd'hui, ils sont 300 000. Si elle se reproduisait, ça aurait des conséquences évidemment sur les personnes, les biens, des conséquences économiques. Plus d'électricité, plus d'eau potable. Donc déjà, on s'imagine mal vivre comme ça pendant plus d'une semaine, 10 jours. Plus, sans compter toutes les répercussions de l'après-crue, parce que c'est là où on va avoir tous les déchets, la remise aux normes des installations électriques, des personnes qui se retrouvent sans logement pendant parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si la catastrophe est une certitude, depuis 160 ans, c'est le silence. Dans les locaux de l'Adréal, les hydrologues scrutent le scénario noir. Une crue centennale de la Loire qui couperait la France en deux. C'est généralement une combinaison de 2 épisodes. Un épisode océanique, c'est-à-dire une succession de perturbations pluvieuses qui viennent de l'ouest, qui va se combiner avec un épisode méditerranéen au Cévenol, sur le sud du bassin, ce qu'on connaît généralement à l'automne sur le pourtour méditerranéen, qui va créer une crue qui va arriver sur une crue déjà formée sur l'aval du bassin et donc créer une crue généralisée très importante sur le territoire de ce qu'on appelle la Loire moyenne, donc la Loire en région centre et notamment à Orléans ou à Tours. Une crue centennale a une chance sur 100 de se produire chaque année. Si elle devait survenir, ce serait du jamais vu de mémoire d'homme dans le Val-de-Loire. La particularité de la Loire, c'est qu'elle est capable d'avoir des débits très faibles, notamment à Orléans, des débits très faibles en été. À l'état naturel, on peut descendre à 30 mètres cubes par seconde, quand on n'a pas de soutien d'étiage. Et en crue, on peut monter à des débits qui dépassent 6000, 7000 mètres cubes par seconde, typiquement comme au 19e siècle. Donc voilà, on a quand même un rapport de 1 à 200 assez facilement sur ces grandes crues. Depuis la crue de 1866, le fleuve a été profondément modifié. À Châtillon-sur-Loire, Bertrand Deshaies est l'un des derniers voituriers paros. Un marinier pour qui le fleuve est un outil de travail. L'évolution de ce paysage de carte postale le préoccupe. Ce qui a changé, c'est que la Loire a été draguée pendant plus de 40 ans. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut reconstruire tout ce qui a été détruit par les bombardements. On n'a jamais autant tout pété. Et donc là, il a fallu reconstruire. Il faut du mortier et du ciment. Et pour ça, il faut du sable. Et le sable, on va le prendre d'où? Mais dans la Loire, il y en a tellement. La Loire, elle produit chaque année, en moyenne, 500 000 tonnes de sable par l'érosion. On en a pris jusqu'à 12 millions de tonnes. C'est-à-dire 12 fois plus qu'elle en produit en un an. Et on a fait ça pendant 40 ans. Ainsi, à Tours et dans les environs, on poursuit activement les opérations de dragage dans le lit de la Loire, ceci à 2 fins simultanées. Extraction d'une quantité annuelle de 7,5 millions de tonnes pour l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret, et en même temps, lutte efficace contre les inondations par nettoyage et curage du lit même du fleuve. Afin de protéger la Loire, la loi interdit le dragage depuis 1985. 40 ans après, ces bancs de sable asséchés ont laissé place à la végétation. Et pour en prendre toute la mesure, naviguons à 9 mètres de hauteur. Et bien voilà,
On arrive maintenant à l'entrée du pont-canal de Briare, le bijou touristique du Loiret. Et en survolant ce chef-d'œuvre d'ingénierie du 19e siècle, le constat est frappant. La végétation, elle est venue toute seule parce qu'on a déchaussé la Loire à force de prendre du sable et donc de faire descendre le fond. Donc on a quasiment les 2/3 du pont-canal où on navigue au-dessus d'une forêt, ce qui est complètement aberrant. En cas de crue de la Loire, en cas de crue majeure, le tuyau, là encore, il est bouché. Et une fois de plus, tout le monde s'est habitué à ça, à ce qu'on passe ici sur des arbres. On devrait passer sur de l'eau. C'est catastrophique en cas de crue majeure. Un fleuve entravé par ses propres racines, face auquel une certitude s'impose. L'eau finira par déborder. Alors, l'État et ses services s'organisent. Les batteries sont chargées, sont en place. La Loire compte plus de 300 points de mesure inspectés plusieurs fois par an par les hydromètres de la Dréal. Guidé par son antenne GPS, ce petit bateau autonome scanne la Loire en temps réel pour en mesurer le débit exact. On entre dans le deuxième chenal, là. C'est en train de s'approfondir. Nous faire gagner du temps en cas de crue majeure. Ça, c'est des choses qu'on voit venir parce qu'on mesure et on surveille le bassin. Et en temps réel, à échéance de 4, 5, 10 jours, on est capable de voir arriver ces événements exceptionnels qui vont générer cette crue catastrophique potentiellement. Un sursis qui doit permettre à la sécurité civile d'appliquer ses plans d'urgence. Prenons l'exemple du quartier Saint-Marceau, au sud d'Orléans, coincé entre la Loire et un cours d'eau appelé le Loiret. Ce quartier est en première ligne face à une crue majeure. Dans ce cas précis, la doctrine de l'État est sans concession. Il faut évacuer dans les 3 jours avant que la digue cède. Il faut qu'on utilise, nous, les pouvoirs publics, ce temps-là pour resensibiliser la population à ce risque d'inondation et faire en sorte que les gens se préparent à évacuer. L'objectif de la stratégie de la gestion de crise, en cas d'inondation de la Loire, c'est de faire partir les gens avant que l'eau arrive sur les territoires et avant que les pompiers soient réellement mobilisés pour faire du secours à personne parce que les gens ont les pieds dans l'eau. Pour soulager les digues, les ingénieurs du passé ont conçu une soupape de sécurité, le déversoir, comme ici à Jargeau, à l'est d'Orléans. Sa mission, être inondé en cas de crue majeure. Une idée simple, efficace, à condition que l'eau puisse s'y écouler librement. Mais dans l'urgence de la reconstruction d'après-guerre, on a laissé couler le béton, comme ici à Blois, sur son déversoir. Depuis quelques jours, une certaine agitation s'est emparée du quartier de la Bouillie, un secteur pavillonnaire bâti au début du siècle dernier dans une zone inondable qui sert de déversoir naturel en cas de crue de la Loire. Aujourd'hui, les autorités réagissent et veulent rendre à la Bouillie sa vocation première en la débarrassant de toute construction. 20 ans plus tard, ce quartier a été entièrement rasé. Et pour retrouver son déversoir, l'agglomération de Blois a obligé les habitants à vendre leur maison. Ça a été très violent. Ça a été très violent parce que les gens avaient perdu cette fameuse mémoire. Et donc, après les élections municipales de 2008, quand nous avons regagné la ville avec Marc Gricourt, le maire de Blois, les gens pensaient qu'on allait arrêter cette opération. Et notre responsabilité, ça a été de dire non, il faut continuer, sinon un jour on peut avoir un drame. Donc on a fait une première réunion, on s'est fait insulter, parce que les gens ne comprenaient pas. On est en réalité en train de retrouver le sens de la géographie. Le sens du fleuve, eh ben, l'humain, quelquefois, il oublie la réalité du fleuve. Retrouver le sens de la géographie a un prix. Pour effacer ce quartier, la collectivité a déboursé 25 millions d'euros. Un moindre mal, car si la Loire déborde, la facture serait bien plus élevée. En 2016, le débordement des petits affluents comme le Loing a coûté aux assurances 2 milliards d'euros. Face à la multiplication des sinistres climatiques et pour sauver le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, l'État a tranché. Donc, ce régime a été déficitaire pendant de très longues années. Et pour revenir à un niveau satisfaisant pour pouvoir payer dans l'avenir les sinistres futurs, effectivement, le gouvernement, l'État, puisque ce régime
est un régime légal, encadré par l'État, a décidé au 1er janvier 2025 d'augmenter la cotisation des catastrophes naturelles de 12 à 20% de la prime d'un contrat multirisque habitation. Une hausse historique assumée par l'ensemble des Français. Mais payer plus cher ne suffira pas. Pour les assureurs, il faut un électrochoc de résilience. L'inondation, contrairement à d'autres aléas climatiques, comme par exemple le retrait-gonflement d'argile, c'est clairement un aléa pour lequel la prévention collective prime. C'est entretenir les berges, entretenir les fleuves, entretenir les digues et les barrages. Chaque habitant doit aussi connaître son risque, connaître son exposition et adapter son attitude, sa façon de construire au risque. Fuir les zones à risque, un impératif sur le papier. Mais pour ceux qui y vivent déjà, l'adaptation se joue à hauteur d'homme. Sur les rives de la Vienne, affluent direct de la Loire, le village de Nouâtre n'a rien oublié du printemps 2024. Un pic à plus de 9 mètres. L'eau est remontée jusqu'à paralyser le centre-bourg. Ici, par exemple, on peut voir sur ce commerce qu'elle est arrivée juste ici. Alors les maisons anciennes sont plutôt bien faites puisque en fait elles sont toutes surélevées et donc elles ont été épargnées pour la plupart, mais l'eau est bien arrivée là. Suite à cette crue inédite depuis 100 ans, Mathieu Avolio a pris les devants. Chez lui, après le sinistre, il a fait sortir les pelleteuses. On voit qu'il y avait un garage qui était ici, un garage qui datait des années 80 en parpaing. On a choisi de le supprimer pour redonner au sol de la perméabilité et ne pas bloquer le flux naturel de la montée et de la descente des eaux. De l'autre côté du pont, le camping de Tony Lombardi a été noyé en pleine nuit. C'est vraiment impressionnant puisque l'eau emporte tout, donc on se dit que nous aussi on peut être emporté par l'eau ou notre voiture, ou c'est inquiétant quand même. L'eau fait peur. Après la crue, le gérant du camping a affronté la réalité économique, celle du prix du risque en zone inondable. Vous avez ici une assurance de responsabilité civile professionnelle, mais ils ne veulent pas assurer, à moins d'un certain taux, le camping pour les inondations, etc. On est en zone dite rouge, entre guillemets, et donc il faut payer très cher une assurance. Et moi, je n'ai pas les moyens, c'est un petit camping. Faute de filets de sécurité, l'anticipation devient vitale. À la mairie, on ne laisse plus de place à l'improvisation. Grâce à un protocole précis, le plan communal de sauvegarde. C'est un document qui est totalement accessible, qui est présent en mairie tout le temps et donc qui a été aussi distribué aux personnes impactées de manière à ce que tout le monde ait les informations et surtout sache comment réagir en fait. La crue de 2024 justement nous a permis de nous rendre compte en fait par exemple qu'on avait des numéros à mettre à jour, des réglages en fait. Donc aujourd'hui le PCS ça va vraiment être un document qui va être revu chaque année pour être mis au jour avec les dernières informations, les numéros de téléphone des personnes de la réserve, les numéros de téléphone des personnes vulnérables qu'il faudra évacuer potentiellement en priorité. L'illusion aura duré 160 ans, celle d'un fleuve dompté par le béton et l'oubli. Aujourd'hui, face à l'évidence, des efforts se font. Désurbanisation en zone inondable, obligation pour les mairies d'avoir un plan communal de sauvegarde. Mais lorsque la Loire va se réveiller de nouveau, la question n'est plus de savoir comment l'arrêter, mais ce que nous sommes prêts à sacrifier pour lui céder le passage.